Bonjour Mathieu. Salut Sylvain. Comment vas-tu? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de base, le REER, et en fait de deux sujets, le REER et le CELI. Ben oui, c'est encore la saison des REER. Encore une fois cette année, c'est comme la saison des framboises, il y en a chaque année. Alors, un régime enregistré d'épargne retraite, c'est un compte d'épargne spécial qui te permet de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Pourquoi? Pour la retraite. Mais pourquoi on cotiserait dans un REER? Je me fais souvent poser la question. Hein? Il y a des avantages fiscaux. Le problème, le gros avantage, c'est que la cotisation REER, toutes les cotisations REER sont déductibles de ton revenu imposable, ce qui réduit l'impôt que tu dois payer. Il y a aussi l'avantage de la croissance à l'abri de l'impôt. Donc, ce qui est déposé dans le REER génère des revenus et ces revenus-là ne sont pas taxables tant et aussi longtemps que l'argent reste au compte. Présente des petits faits importants sur les REER. Oui. Savais-tu que les REER, ça existe depuis 1957? 1957. Exact. J'étais même pas au monde. C'est pas au monde encore. Et puis, bien évidemment, à ce moment-là, le droit de cotisation s'élevait à 2 500 par année. T'imagines, c'est vraiment la base. Puis, ça représentait 10 du revenu gagné. Il y avait pas, est-ce qu'il y avait pas une limite aussi de contenu étranger à l'époque? Il y avait une limite de contenu étranger. Oui. Imagine-toi, à l'époque, on ne pouvait pas cotiser plus que 10 de son portefeuille dans des titres autres que canadiens. Oui, Alors, c'est quand même quelque chose. et aujourd'hui, bien, les REER, c'est 18 du revenu gagné de l'année précédente, plafonné à 31 560 pour 2024. Et puis, en 2025, 32 490. Ça prend quand même de bons revenus, hein, parce qu'on parle d'un plafond de 18 du revenu gagné de l'année précédente. Tout à fait. Ça prend de très, très bons revenus pour pouvoir cotiser au maximum du REER. Mais maintenant, on me demande, c'est beau de cotiser dans un REER, mais quand est-ce que je peux retirer cet argent-là? En fait, tu peux généralement retirer l'argent de ton REER à la retraite. C'est pour ça qu'on construit un REER, mais il y a des exceptions. Une exception qui est bien connue, c'est le régime d'accession à la propriété, le fameux RAP, Oui. qui permet un retrait du REER que le cotisant doit obligatoirement rembourser au fil des 15 années qui suivent. Alors, effectivement, donc, il n'y a pas vraiment de restriction. La seule obligation qu'on a lorsqu'on retire d'un REER, c'est de payer l'impôt sur ce retrait-là. Et la bonne nouvelle aussi pour les acheteurs de propriété, de première propriété, c'est jusqu'à 60 000 par conjoint. 60 000, énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est une belle progression là, pour les épargnants. Tout à fait. Pour le REER, est-ce qu'il y a un bon moment pour cotiser ou quand est-ce qu'on doit cotiser au REER? En fait, on peut cotiser pendant toute l'année du calendrier, c'est pas un problème. On a même une extension 60 jours après l'année du calendrier. C'est la raison pour laquelle les gens attendent souvent au 28 février pour cotiser, parce que tu cotises au 28 février, puis tu as ton rapport, t'as ta réduction d'impôt, le 30 avril. Fait que l'échéance est quand même courte, donc c'est un peu la raison pour les gens. Parce que la plupart des gens qui cotisent au REER le font pas pour la retraite, mais ils le font pour l'impôt. Exact. C'est Donc, au final, la meilleure chose à faire serait de cotiser régulièrement, à chaque paye, si on le peut, ou à chaque mois, du moins. Ah oui, absolument. Absolument. C'est un peu la meilleure façon de faire. C'est ce qu'on appelle l'achat périodique par somme fixe. Tout à fait. Donc, si on regarde quelques éléments à considérer, le plafond de cotisation du REER, il est cumulatif. Ce qui fait que ce qui n'a pas été fait comme cotisation l'an passé, vient s'additionner à la cotisation qui est possible cette année. Mais si je ne sais pas comment j'ai le droit de cotiser cette année, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un outil génial qui a été mis à notre disposition par l'Agence du revenu du Canada, c'est Mon dossier. Et puis, toutes les informations relatives à vos cotisations REER, mais non seulement cotisations REER, mais les plafonds, en fait, et aussi les cotisations CELI. Vous pouvez retrouver tout ça là-dessus. En plus de vos avis de cotisation des années passées, c'est génial, j'adore. Mais tu sais, Sylvain, pourquoi est-ce que les montants changent à chaque année? Parce que la laitue coûte de plus en plus cher. On parle de l'inflation. Donc, c'est pour conserver le pouvoir d'achat. Donc, pourquoi les plafonds augmentent? C'est pour conserver le pouvoir d'achat, tout simplement. Alors, OK. Quelques éléments considérés. Comme je vous disais tout à l'heure, le plafond de cotisation est cumulatif. Donc, ce qui n'a pas été fait l'an passé peut être fait cette année et puis peut venir s'additionner. Donc, ce qui fait que souvent, en consultant mon dossier, on se rend compte que
le plafond de cotisation qu'on a, ça peut même être plusieurs centaines de milliers de dollars pour les gens qui n'ont jamais cotisé. Fait que faites pas le saut, ça arrive. Les retraits, si vous retirez de l'argent de votre REER, vous pouvez généralement le replacer dans le futur, dans la limite de votre plafond de cotisation annuelle. Donc, c'est un peu ce qui est à retenir. Ce qui n'est pas souhaitable. Non, tout à fait. Je veux dire... Autre facteur aussi, d'autres facteurs peuvent influencer vos droits de cotisation, comme le revenu, votre âge, votre situation familiale, parce que tout à l'heure, on disait justement que le plafond c'est le maximum des deux, là. Donc, 18 du revenu de l'année précédente ou le plafond absolu dont mon collègue Mathieu vous a parlé. En résumé, pour obtenir des informations précises, comme je vous disais tout à l'heure, sur les plafonds de cotisation REER, n'hésitez pas, allez-y, c'est l'Agence du revenu du Canada. Tu aurais peut-être des petits conseils aussi, là. C'est la période des REER, mais aussi les impôts qui s'en viennent. Oui. Ça serait important aussi de considérer, absolument, de cotiser dans le REER du conjoint. Alors, tu peux avoir des droits de cotisation, ta conjointe n'en a pas, mais tu voudrais quand même fractionner les revenus à la retraite. Donc, il y a moyen de fractionner ces revenus à la retraite en cotisant dans un REER au conjoint, dépendamment de son statut civil, évidemment. Par contre, est-ce qu'on peut quand même fractionner le revenu, même si notre conjoint n'a pas de REER à la retraite? Bien, absolument. Absolument. Oui, hein? Il n'a pas de REER. Bien, on peut, oui, des revenus de retraite. Des revenus de pension, absolument. Ouais. Ces revenus qui proviennent des REER de ton frère lorsque tu l'auras converti, tu peux le fractionner avec ta conjointe. Ça te permet d'être beaucoup plus flexible de l'avoir des deux côtés. Ouais. Puis on ne sait jamais, aussi, un changement de gouvernement pourrait couper dans cette mesure-là. Hein, le fractionnement, ça coûte de l'argent à l'État. Tout à fait. Allons-y. On peut aussi utiliser, surtout quand on approche de la retraite, on peut utiliser un 2 000 $ de cotisation excédentaire au REER. Le gouvernement nous permet, sans pénalité, d'excéder notre cotisation, donc que ce soit par accident ou par essaim. Bonne idée. On peut toujours cotiser à excédent. Te rappelles-tu du temps où ça a déjà été 8 000 $? Ça a déjà été 8 000 $. Certains en ont abusé. Mais bon, voilà pourquoi, quand on abuse des bonnes choses... Oui, c'est ce qui arrive. Aussi, il faut évaluer les meilleurs véhicules de placement dans nos portefeuilles. Donc, c'est sûr qu'un REER, ça demeure un fonds de pension. De placement. C'est important d'avoir des bons rendements aussi, qui seront à l'abri de l'impôt jusqu'au moment de la retraite. On veut optimiser le retour d'impôt. Donc, on cotise au REER, on reçoit une déduction, on reçoit un retour d'impôt. Il y a moyen de l'optimiser. Peut-être que tu as des idées là-dessus? Il y a des cotisations, des remboursements anticipés de prêts hypothécaires. Il y a, par exemple, les cotisations au CELI, pour en parler. Je veux dire, le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Et c'est un compte... C'est un compte d'épargne, en fait, bien sûr, enregistré. Il permet de faire fructifier l'argent à l'abri de l'impôt. C'est comme un coffre-fort financier, en fait, où tu peux déposer de l'argent et des placements sans que le gouvernement te prélève d'impôts sur les revenus générés. Ça, c'est un super de bel outil. C'est le dernier vrai abri fiscal qui reste, là, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est comme capitaliser sur une résidence principale. Hein? On sait que lorsqu'on vend une résidence principale, il n'y a pas de gain, on n'a pas d'impôt à payer sur le gain en capital réalisé. Bien, ça, c'est la même chose. Donc, le CELI, quel bel outil. C'est un paradis fiscal, mais légal. Un paradis fiscal légal, effectivement. Les avantages, comme je vous disais, les revenus sont non imposables. Les intérêts, que ce soit de l'intérêt, du dividende, du gain de capital, c'est complètement défiscalisé. Les retraits sont flexibles. On peut retirer quand on veut. On peut aussi recotiser, c'est pas un problème. Est-ce que tout le monde peut cotiser à un CELI? Il faut avoir 18 ans. Donc, il faut avoir 18 ans. Pour quelqu'un qui avait pas 18 ans, pour quelqu'un qui avait 18 ans lors du lancement du régime, en 2009, cette personne qui avait 18 ans, qui n'aurait pas cotisé à son CELI au fil du temps, pourrait aujourd'hui, en un seul versement, faire une cotisation de 95 000 $. Tout à fait. Puis, on l'a justement à l'écran où la cotisation cette année, en 2024, était de 95 000 $. En 2025, elle passe à 102 000 $ de cotisation. C'est quand même pas négligeable. C'est des montants qui sont importants. Oui, quand même pas négligeable. Donc, placement par excellence, bien sûr. En ordre, moi, commencerai avec le REER. Après ça, c'est le CELI. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. Là. Il y a plusieurs stratégies. Oui. Alors, à quoi ça sert, un CELI? Bien, le CELI, ça sert à mettre de l'argent de côté pour des projets, pour des fonds d'urgence, pour
La transmission d'un patrimoine est surtout très efficace par un CELI parce qu'évidemment, elle sera libre d'impôt. Donc, forcément, à la retraite, on aura peut-être des sommes qu'on n'utilisera plus et ça permettra de laisser à nos héritiers un montant libre d'impôt. Évidemment, il y a énormément de stratégies qu'on peut utiliser avec le CELI pour minimiser ses impôts et maximiser ses revenus à la retraite. Tout à fait. Alors, donc comme je dis, comme on vous en parle depuis tout à l'heure, le CELI, c'est carrément, là, en fait, c'est un incontournable. Je pense que c'est... Alors, en résumé, le CELI, c'est un excellent moyen d'épargner et d'investir en toute tranquillité. Ça permet également de faire fructifier notre argent à l'abri de l'impôt. Et puis, évidemment, ça peut cadrer très bien dans un plan de retraite pour maximiser vos revenus à la retraite. Alors, n'hésitez pas à nous en parler. Vous avez ici Sylvain et moi qui allons pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. Merci.